Je te jure, j'ai passé 6 mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais, C'était je un truc, c'était sûr. T'avais signé combien, Barça? Ces anciens galactiques en fin de parcours, le Real Madrid version Ramon Calderón cherche à renouveler son effectif, à le rajeunir également. Pour le cru 2007, la Maison Blanche a donc choisi d'aller faire son marché du côté des Pays-Bas, là où les dirigeants madrilènes ont déjà recruté le jeune Wesley Sneijder, en provenance de l'Ajax Amsterdam. International néerlandais là encore, Arjen Robben effectuera bientôt le même trajet lui aussi. Mais outre Robben, Madrid a l'intention de colorer en orange tout son couloir gauche. Raison pour laquelle ils ont opté au poste d'arrière gauche pour un autre joueur néerlandais, le Rotterdamois Roston Drenthe. Polyvalent, gaucher, fougueux et en plus originaire du Suriname. Pour beaucoup, le joueur du Feyenoord est le digne successeur d'Edgar Davids. Même les dreadlocks sont là pour soutenir la comparaison. Pour un Madrid désireux d'assurer son avenir, le transfert donc s'impose comme une évidence. Quelques semaines plus tard pourtant, le verdict tombe. Avec Drenthe, la cellule de recrutement du Real s'est magistralement plantée. Elle a omis de peser dans la balance l'extra-sportif, à commencer par l'hygiène de vie douteuse du jeune latéral néerlandais. Pour l'anecdote, il ne faudra pas plus de 15 jours à Drenthe pour faire parler de lui dans la rubrique Faits divers. Comme cette nuit du mois d'août 2007, où vers 4 heures du matin, une voiture de police madrilène voit foncer en sa direction un puissant Audi Q7. Au volant, Roston Drenthe bien sûr, accompagné de sa petite amie et de 2 copains. La collision est impressionnante sur le coup, mais elle n'accouchera fort heureusement d'aucun blessé grave. Mais plus que l'hygiène de vie, c'est le manque de sérieux quotidien dont le Néerlandais fait preuve à Madrid qui joue en sa défaveur. À cette époque pourtant, ce n'est pas tellement la bonne volonté qui manque chez lui. Exemple, ce jour du mois de novembre 2008, où, désireux de faire montre à tous de son professionnalisme, l'ancien du Feyenoord choisit d'arriver en avance au centre d'entraînement de Valdebebas. À tel point que le moment venu, il constate avec étonnement qu'il est le tout premier joueur présent sur place. Plutôt inhabituel. Soit, sans perdre de temps, il file se changer dans le vestiaire, en attendant sagement que ses coéquipiers arrivent. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Les minutes défilent, et pourtant, personne ne vient. Bizarre. Drenthe lui-même peine à comprendre. C'est alors qu'il entend la sonnerie de son téléphone. Au bout du fil, son coéquipier espagnol Raúl González. « Roston, où es-tu ?»« Comment ça, où es-tu ? Et vous, vous êtes où ? Moi je suis ici, à Valdebebas. »« À Valdebebas ? Mais on a match ce soir. On t'attend à l'aéroport. » Ni une ni deux, Drenthe saute dans son véhicule et prend comme prévu la direction de l'aéroport madrilène pour y rejoindre le reste de l'effectif. Car ce soir, en effet, Madrid disputera une rencontre de Coupe du Roi face au Real Unión, un club de 3e division espagnole. Une rencontre de semaine que le latéral madrilène n'avait visiblement pas coché dans son calendrier. Pour l'anecdote, le latéral madrilène débarquera sur le tarmac de l'aéroport en tenue de footballeur, celle-là même qu'il avait enfilée dans les vestiaires de Valdebebas. Pendant que tous ses coéquipiers, eux, seront vêtus du traditionnel costume cravate dédié au déplacement officiel. Au rayon des flops mercato, il est un autre nom qui dans les annales du Real restera encore longtemps en tête de liste. Cocorico, c'est celui d'un Français, celui de Julien Faubert. À l'époque, Madrid se voit contraint en plein hiver de combler les manques provoqués par un mercato estival très clinquant, mais très déséquilibré. Très fourni en attaque, la Maison Blanche en effet a besoin d'un ailier. Et face à l'urgence du mercato,
le Colombien Antonio Valencia s'impose comme le choix numéro 1. Mais la piste hélas s'avère trop complexe. Derrière lui, seul Julien Faubert demeure accessible, sous forme de prêt. Au milieu des stars madrilènes, l'ancien de Bordeaux débarque tel un ovni. Pas un ovni, non, un ovni. Un objet footballistique non identifié. Un monsieur tout le monde, pour qui le costume semble déjà trop lourd à porter. Surtout pour la presse, elle qui ne se privera pas de moquer ses débuts plus qu'hésitants sur la pelouse de Bernabéu. D'autant que dans le quotidien exigeant du Real Madrid, Faubert dénote par son attitude. Et pas pour de bonnes raisons, hélas. Un jour, par exemple, il en vient carrément à louper une séance d'entraînement. Un problème familial, un pépin de santé. Non, même pas. Rien d'autre qu'un simple oubli dans les faits. Juste une erreur d'organisation digne d'un collégien un peu trop étourdi. Qui ne l'empêchera pas bien sûr d'être mis à l'amende par sa hiérarchie le lendemain. Avant, logiquement, de n'être pas conservé 6 mois plus tard. À Barcelone, même s'il remonte à 2 décennies, le passage de Luis Van Gaal sur le banc de touche est resté dans toutes les têtes, même dans les plus talentueuses. Juan Román Riquelme, par exemple, n'a encore aujourd'hui rien oublié de son premier contact avec le coach néerlandais. À l'époque, l'Argentin débarque en Catalogne avec le statut de grand espoir. Depuis son club de Boca Juniors, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Le prototype du numéro 10 à l'ancienne. Le faux lent, incapable de prendre qui que ce soit de vitesse, certes, mais qui par son intelligence de jeu et par sa technique, voit tout avant les autres. Sur un terrain, Riquelme n'a même pas besoin de sprinter. Trottiner suffit amplement pour lui. A priori donc, le meneur de jeu idéal pour le jeu léché façon Barcelone. Dès son arrivée en Catalogne en tout cas, l'Argentin se voit convoqué dans le bureau de son nouveau coach. Rendez-vous pris pour le jour même de la conférence de présentation. Riquelme ou non, Van Gaal en effet n'a pas l'intention de déroger à ses habitudes. Il compte bien dire à sa nouvelle recrue ce qu'il pense de lui, en bien comme en mal. Alors d'entrée de jeu, l'entraîneur barcelonais annonce la couleur. Quand on a le ballon, admet-il, tu es le meilleur joueur de la planète. Mais quand on n'a pas le ballon, on joue avec un joueur de moins. Pour Riquelme, le constat est donc limpide. Trottiner sur la pelouse du Camp Nou comme il le faisait à la Bombonera sera désormais chose impossible pour lui. Pas sous Van Gaal. Entre les deux hommes, le courant ne passera jamais. Pas même quand, dès le début de saison, Riquelme s'offre le luxe d'un énorme match ponctué par un doublé de passes décisives. Le lendemain, on va à l'entraînement, se souvient-il. Van Gaal parle avec toute l'équipe. Il nous félicite pour le triomphe. Et puis il enchaîne en nous disant que je n'ai pas fait le grand match dont tout le monde parle. Que si j'ai donné 2 passes décisives, c'est parce que j'ai repiqué au centre, alors que lui m'avait demandé de jouer à gauche. Et enfin il précise que pour lui, ça ne marche pas comme ça. À partir de ce moment-là, c'était fini. Je n'ai plus joué. Après une saison ratée en effet, jamais Riquelme ne parviendra à s'imposer en terre barcelonaise. Contraint de quitter le club dès la saison suivante, direction Villarreal. Là où, pour l'anecdote, il s'imposera assez rapidement comme l'un des meilleurs joueurs de Liga. Pour l'anecdote, à l'occasion du quart de finale de Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et les Pays-Bas, les plus attentifs auront sans doute relevé la célébration de Messi face au banc néerlandais, et face à Van Gaal notamment, les 2 mains fièrement placées derrière les oreilles. Une célébration qui, sans forcément tomber dans la théorie du complot, n'est pas sans rappeler celle de Riquelme lui-même. Comme une façon pour Messi, du moins si l'on en croit certains spécialistes argentins, de rendre hommage à son ami Riquelme, dont la carrière à Barcelone a été entravée par l'entraîneur néerlandais. Bien avant le milieu de terrain argentin, Christophe Dugarry faisait lui aussi les frais de la méthode et des sauts d'humeur de Luis Van Gaal.
Alors même que son recrutement avait été exigé par l'entraîneur néerlandais, l'attaquant français comprend assez vite qu'à Barcelone, il va devoir s'accoutumer au banc de touche une fois de plus. Comble de l'ironie, quand Dugarry se voit offrir du temps de jeu, c'est bien souvent au poste de milieu défensif qu'il est aligné sur le terrain. À quelques mois du mondial 98, l'urgence est de mise pour l'attaquant tricolore. Car à ce rythme, sa place en équipe de France risque de lui filer sous le nez. De l'autre côté des Pyrénées d'ailleurs, il est déjà la risée de la presse française. Et en interne, Aimé Jacquet a fait passer le message à tout son groupe. Quiconque espère une place parmi les joueurs retenus pour disputer le mondial devra jouir d'un statut de titulaire en club au 1er janvier 98, dernier délai. À l'approche du mercato hivernal donc, Dugarry veut quitter le FC Barcelone. Il l'annonce d'ailleurs à son entraîneur. Il fallait à tout prix que je parte. J'ai fait semblant de pleurer dans son bureau. Et lui, avec sa tête, il m'a dit « Non, tu ne pars pas. Je crois en toi. » Au forceps malgré tout, Duga finira par obtenir son transfert dès l'hiver 97. Direction l'Hexagone et l'Olympique de Marseille. Pas de quoi lui assurer une place de titulaire indiscutable certes, mais de quoi sauver sa place en bleu pour le mondial 98, in extremis. Même si en 2006, Florentino Pérez n'est plus le président du Real Madrid, il reste encore dans les vestiaires de la Maison Blanche quelques vestiges de la fameuse ère des Galactiques. Parmi eux, l'Anglais David Beckham ou encore le Brésilien Ronaldo. En signant au Real à l'hiver 2006 justement, l'Argentin Fernando Gago fait partie des jeunes recrues prometteuses qui peinent encore à croire qu'il va côtoyer d'authentiques stars du ballon rond. Pour certains, il est le digne héritier de son prédécesseur Fernando Redondo. Mais dans l'immédiat, il n'est rien d'autre qu'un anonyme. Lui-même le ressent ainsi en arrivant à Madrid. De sorte que pour le premier déplacement du groupe en bus, il choisit par réflexe de s'asseoir sur la première place de libre venue, à l'avant du bus, les places du fond étant de fait réservées aux anciens du vestiaire. À partir de maintenant, se dit-il, cette place sera la sienne. La semaine suivante donc, il s'y assoit mécaniquement. Seule différence néanmoins, David Beckham cette fois-ci est de retour avec le groupe pro. Et justement, il s'approche de Fernando Gago déjà installé. L'ancien numéro 5 du Real se souvient. Je l'ai vu arriver. J'ai baissé la tête et j'ai pensé tout bas, pourvu qu'il ne s'asseye pas ici, pourvu qu'il ne s'asseye pas ici. Mais il s'est arrêté et m'a regardé. Je lui ai demandé si c'était sa place. Il m'a répondu oui. Conscient d'avoir fait une énorme bourde, Gago choisit aussitôt de se lever, de réunir ses affaires et de libérer la place. Mais pour Beckham, il en est hors de question. Sans hésiter, il suggère à son jeune coéquipier de rester assis à sa place, avant de s'asseoir à ses côtés, le plus naturellement du monde. Tout compte fait, se souvient aujourd'hui Gago, on a entretenu une très bonne relation pendant 6 mois, et on a fini par voyager ensemble à chaque fois. Un témoignage qui entre en résonance directe avec les dires de ceux qui l'ont côtoyé de près à Madrid. À beaucoup en effet, David Beckham a laissé le souvenir d'un garçon attachant, humble et plutôt bien élevé. Le genre de coéquipier qui sait mettre à l'aise ses partenaires et qui en aucun cas ne joue de son statut ou de sa notoriété pour se faire respecter. Loin, très loin de l'image superficielle du Spice Boy arrogant et obsédé par son image, que les tabloïds anglais ont bien voulu peindre de lui.